Bienvenue sur Ici Écho. Le Parlement libanais a approuvé vendredi passé, dans les délais constitutionnels, le projet de loi de finances pour l'année 2024, après y avoir apporté des amendements nécessaires. Cependant, le projet n'incluait pas des réformes cruciales qui pourraient aider le pays à surmonter l'effondrement financier. Le budget approuvé par le Parlement a fait l'objet d'un examen approfondi et des révisions essentielles au sein de la Commission des finances et du budget. À la suite de l'évaluation de la Commission, des amendements étaient apportés pour traiter des aspects tels que la loi des finances elle-même, les allocations pour certaines dépenses, ainsi que les revenus des projets réguliers et exceptionnels. Les dépenses totales prévues dans le projet ou bien dans le budget 2024 sont estimées à 295 trillions de livres libanaises, environ, soit l'équivalent de 3,2 milliards de dollars, en se basant sur le taux de change non officiel d'environ 89 500 livres libanaises par dollar. La loi ne prévoit aucun déficit, indiquant que les recettes projetées devraient couvrir toutes les dépenses estimées. À la suite d'un examen approfondi des chiffres du budget, les recettes fiscales représentent environ 70% des revenus, soit environ 295 trillions de livres libanaises. Durant cet épisode, nous nous penchons sur le budget 2024 et sur les amendements avec le député des forces libanaises, Georges Haïs, et le doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et le président du mouvement international des chefs d'entreprise Midel, Dr Fouad Zmokhol, avec qui je commence. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Zmokhol. Bonjour Maurice, c'est toujours un plaisir et surtout que c'est ma première apparition avec vous sur Ici Beyrouth et Ici Écho sur cette année 2024 qui s'annonce assez tumultueuse. Ah voilà, on commence directement avec l'histoire du budget 2024. La Chambre a éliminé dans le budget de 2024 plus de 44 lois liées à l'augmentation de taxes que le citoyen libanais n'aurait pas pu supporter. Mais est-ce que le budget de l'année 2024 est à la hauteur de la crise financière? Écoutez, trois réponses brèves et tout en étant très claires. Tout d'abord, si on commence par définir un budget dans un État qui se respecte, un budget c'est une mission, c'est une vision, c'est une stratégie, c'est un plan de redressement, c'est un point de croissance. C'est ça d'habitude un budget. Un budget n'est pas uniquement basé sur des taxes, n'est pas uniquement un papier comptable exactement ou basé sur des taxes. Ce que malheureusement nous n'avons pas vu au Liban depuis des décennies. Par contre, je vais commencer par un point positif qui est pour une des premières fois, nous avons un budget qui a été remis à temps. On va commencer sur un point positif pour ne pas Durant être toujours sur les délais constitutionnels. constitutionnels qui sont corrects. D'un autre côté, on a un comité législateur qui a aussi bien travaillé, qui a pris, qui a étudié, qui a enlevé, qui a pris l'avis des instances économiques, de plusieurs mouvements d'entreprises et autres. Donc aussi, il faut saluer les efforts du président du comité, qui a travaillé, de la commission des finances, qui a travaillé sur le Brahim Kanaan, et les députés qui étaient autour, qui ont travaillé. Donc aussi, il faut saluer les efforts, non seulement travailler, mais surtout qu'ils ont pris pour une fois, je dirais pour une fois, les remarques que nous avons eues sur les derniers mois. Bon, ça c'est le côté positif. Mais par contre, si on va pour l'étude, on va commencer par qui a proposé le budget. Le budget a été proposé par notre pouvoir exécutif. Le Donc gouvernement. on parle par un gouvernement démissionnaire, mais qui a toujours les rênes du pouvoir. Donc déjà, commençons dans la logique où on est parti. Donc venir proposer déjà un budget qui est notre exécutif, c'est-à-dire c'est notre ministère des Affaires courantes, qui propose un budget comme ça, suicidaire. Je dis bien sur la proposition initiale, il ne faut pas passer... Catastrophique. Même si on a pu enlever 44 ou 45 points, il faut commencer sur les intentions. Aujourd'hui, un gouvernement qui est responsable directement ou indirectement de la plus grande crise économique et sociale du monde, aujourd'hui, ni le Fonds monétaire, ni la Banque mondiale, aujourd'hui, ne peut expliquer ce qui s'est passé. Donc un gouvernement qui commence, qui dit moi je m'enlève les mains de cette crise, je mets des taxes 20 fois, 30 fois, 100 fois, sur une économie complètement, je dirais, rachitique, sur un peuple complètement volé, et je dis bien volé, parce que ce n'est pas le peuple qui a perdu son argent, c'est un peuple à qui on a volé son argent. Déjà, sur la proposition, ça nous pose beaucoup de questions sur la façon où nous sommes gérés, parce que ce gouvernement est là encore pour rester. Ce n'est pas que nous avons un président de la République ou un changement. Donc déjà, on a un grand problème sur les intentions de toutes les personnes qui ont préparé ce budget, qui qu'elles soient. Au niveau du Parlement, il faut rappeler que le Parlement, c'est à lui de réviser un budget, mais pas de refaire un budget. Donc aujourd'hui, on a des parlementaires qui ont fait de leur mieux, qui ont essayé de refaire un budget, mais ce qui constitutionnellement n'est pas logique.
parce ils enlèvent un point, ils mettent un point. Quand on dit 44 points qui ont été revus, c'est que C'est un changement structurel. c'est notre Parlement. C'est comme si notre Parlement a fait un budget qui n'est pas son travail, ni ils ont les capacités, ni ils ont les Donc responsables. vous voulez me dire quoi? Donc je voulais dire que déjà, on est sur une intention qui est très mauvaise et on est sur une structure qui ne marche pas. Sur la structure qui ne marche pas parce que chaque personne, chaque responsable ne fait pas son travail. Ni l'exécutif a fait son travail comme il faut. Le législateur a fait de son mieux, mais ce n'est pas non plus son travail. Et nous, en tant qu'instance et lobby, bon, on donne nos avis, mais ce n'est pas non plus notre Dire travail. l'intention mauvaise, c'est l'intention du gouvernement, n'est-ce pas? Évidemment, du gouvernement, des personnes qui sont autour. En faveur d'eux? Écoutez, c'est en faveur, moi je pense, de se laver les mains de cette crise, de faire payer une fois de plus le déposant, de faire payer une fois de plus l'économie, de faire payer une fois de plus l'économie blanche, parce qu'on va se rappeler, et là je veux insister, que ce budget qui est basé spécifiquement sur une augmentation de taxes, spécifiquement, hein, on parle de 30 fois, 50 fois, 60 fois. Et Maurice, personne plus que toi sait qu'une augmentation de taxes au Liban, surtout sur notre historique, et si on ne regarde pas plus loin de quelques années, ça n'a jamais renfloué les caisses de l'État. Certainement. L'augmentation avec des l'évasion taxes, qui existe. exactement, l'augmentation ne fait hein. qu'augmenter le blanchiment d'argent, ne fait qu'augmenter la contrebande et ne fait que payer à une économie blanche qui commence de plus en plus à disparaître face à une économie noire qui va en croissance devant un budget pareil. Donc les personnes qui bougeaient sur une économie noire, ils n'ont pas plus qu'un plus beau cadeau d'avoir un budget comme ça, parce qu'ils augmentent leur contrebande, ils augmentent leurs profits. Et une fois de plus, nous savons que ces personnes sont couvertes par des partis politiques et autres. Donc on retrouve un nouveau financement pour certains partis. Donc vous voulez me dire que le budget 2024 vient en faveur de l'économie parallèle? Il ne vient pas en faveur, il est là pour booster l'économie parallèle et l'économie noire. Pourquoi? Parce que si on commence par voir l'augmentation des taxes sur le port ou sur toutes les frontières, une fois de plus, et je m'excuse de le dire, qui paye aujourd'hui ces places? Quand je dis qui, je ne parle pas de partis, ni de sectaires, ni autres. Je parle qui parle autre que l'économie blanche, qui est encore certaines entreprises qui se respectent, qui ont une gouvernance, qui ont une transparence, qui ont des conseils d'administration. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que plus que 50% de notre économie est une économie de la contrebande, une économie noire. Et ce qui est encore plus grave. Vous pensez que c'était planifié? Regarde, si c'est planifié, c'est très grave. Et si ce n'est pas planifié, c'est encore plus grave. Parce que si c'est planifié, encore une fois, on est en train de booster vers l'économie de cash qui devient de plus en plus grave et dangereuse pour le Liban. Il ne faut pas oublier que nous allons sur 2024 sur ce qu'on appelle la grey list, c'est-à-dire sur la liste grise, ce qui peut nous pousser vers une crise noire. Il ne faut pas oublier ce spectre quand même qui est sur nous, ou cette épée de Damoclès. Au niveau du blanchiment d'argent ici. Mais Maurice, je veux faire peur à personne. Mais aujourd'hui, si nous allons sur des sanctions, même le cash que nous avons est à risque. Parce que tu ne pourras même plus faire sortir ton cash. Et si tu veux faire sortir ton cash, tu devras aller à travers des changeurs légaux ou pas et perdre encore une partie. Selon le ministre des Finances, Youssef El-Khalil, le budget 2024 s'inscrit dans la continuité de la voie du redressement. Regarde, je vais donner 4 points sur le budget 2024 quand même assez grave. J'ai dit les points positifs. Il y a un autre point positif que je dois saluer, qui est un peu, ils ont mis un cadre un peu à l'augmentation sur les municipalités, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques mois, les municipalités ont commencé à multiplier leurs charges par 60, 80, jusqu'à 100%, 100 fois plus. Voilà, 100 fois plus. Bon, là, les 10 ou 20 ont été plus ou moins bien étudiés. Par contre, je veux tabler sur la taxe qu'ils ont mis sur les rentrées ou sur les paiements des salaires. Aujourd'hui, nous avons des employés, quels que soient privés ou publics, qui ont perdu 85% de leur rentrée, qui ont perdu 85% de leur dépôt. Et aujourd'hui, même leurs salaires, s'ils sont revenus aux fraîches, ils sont à 50%, à 30%, à 40%, mais c'est certain que ce n'est que très peu qui sont à 100%. Aujourd'hui, venir taxer ces rentrées de fonctionnaires privés, d'universités, d'État, à 20%, c'est quand même à 20% d'une façon, au lieu de leur dire on est là pour vous booster, de réduire leurs taxes, déjà on a un problème majeur. Deuxième problème de ce budget qui n'est pas encore clair, c'est la sécurité sociale. Aujourd'hui, ce n'est pas encore clair et nous attendons que ce budget soit publié officiellement dans le journal officiel. Nous ne savons pas exactement les frais qui vont être payés aux entreprises sur la sécurité sociale. Ça va être payé sur quel taux, à quel prix, à partir de quand. Troisième point, et ça c'est anticonstitutionnel, et je pense que ça va aller en Conseil constitutionnel pour ne pas aller en Conseil d'État parce que c'est une loi, ça va au Conseil constitutionnel, c'est la loi rétroactive.
Je ne vais surtout pas prendre la défense des sociétés pétrolières ou pas. Elles sauront elles-mêmes le faire. Mais par contre, la logique qui est derrière aujourd'hui, de dire on fait une taxe rétroactive, ça ne peut pas se passer dans aucun pays du monde. Juste pour expliquer, si vous permettez. Allez-y. Une taxe exceptionnelle de 10% a été imposée aux entreprises ayant bénéficié de la politique des subventions instaurée par l'État et introduite dans le budget 2024 en dernière minute. Et voilà, ça a soulevé une vague de guerre. Les syndicats, les uns, les autres, ou bien même aussi les organismes financiers ont dénoncé cette façon aléatoire, injuste d'imposer ce genre de taxe. Ils contestent que cet article-là impose une taxe de 10% aux entreprises ayant bénéficié de la politique de subvention instaurée par l'État. L'intention est bonne à la base, il s'agit de renflouer le trésor. Mais d'autre part, on parle ici d'un effet rétroactif. L'affaire est plus compliquée donc au niveau de ses conséquences, surtout puisqu'elle risque d'aggraver l'inflation, de causer des hausses des prix et aussi de pouvoir pousser ces entreprises-là à payer plus, donc sur leur chiffre d'affaires, c'est pas clair. Donc, mais justement, moi, sur le plan principal, il faut le concept de rétroactif. Mais voilà, c'est exactement. Le concept de rétroactivité dans des taxes est quelque chose qui est interdit mondialement. Et moi, je pense qu'ils pourront très facilement, sur un conseil constitutionnel, gagner la bataille. Mais commençons sur la logique. Je reviens, moi, sur les logiques et sur les intentions. C'est impossible de venir mettre une taxe de rétroactivité. Surtout quand l'État lui-même a mis les lois. Je veux bien. C'est vrai qu'il y a eu des profits. C'est vrai que moi, je n'étais pas contre à aucun point qu'ils payent des taxes. Ce n'est pas l'idée de payer des taxes, ni les 10%, ni l'idée de renflouer les caisses de l'État. Mais on ne peut pas renflouer des caisses de l'État en faisant des lois anticonstitutionnelles et venir dire « Ah, mais nous, en 2020, on avait pris une taxe de 17%, on aurait dû prendre 20%, donc on peut repayer. » Vous n'avez pas le droit. Mais c'est la rétroactivité. Mais les subventions ont été appliquées ou bien ont été votées par le gouvernement. C'est la Banque centrale aussi qui est payée, donc en faveur des consommateurs. Donc pourquoi les compagnies doivent payer aujourd'hui? Mais justement, c'est encore une fois, c'est pas pourquoi ils doivent payer. Moi, je pense qu'ils auraient dû payer dès le début. C'est pas la question. C'est dès le début. Mais aujourd'hui, la rétroactivité, je vais dire pourquoi c'est très grave, Maurice. C'est extrêmement grave parce que si nous avons un précédent comme ça et c'est appliqué, c'est-à-dire à n'importe quel moment, on peut avoir un État qui peut dire on va faire une rétroactivité sur les taxes des employés, une rétroactivité sur les taxes des entreprises. On fait une rétroactivité, on a pris 17. On ne peut pas avoir une rétroactivité. On peut faire un système de taxes, je veux bien. On peut corriger des erreurs, ça ne me dérange pas. Mais la rétroactivité est anticonstitutionnelle et c'est aujourd'hui un grave coup, pas seulement aux sociétés pétrolières, mais à toute l'économie libanaise, parce qu'aujourd'hui, un investisseur qui va venir investir, Maurice, va dire, très bien, si je viens investir, on me dit, voilà, vous n'avez pas de taxe sur 5 ans, je dis des petits points, alors que nous, on va attirer les investisseurs. Alors l'investisseur, il va se dire, oui, mais si quelques années après, on me dit, mais oui, on a changé notre système et il est rétroactif, on vous fait payer, pas un investisseur ne viendra sur le Liban. Donc aujourd'hui, il faut se rappeler que ce même État, c'était cet État qui a fait la gestion de crise. Parce que durant ces 4 dernières années, on a eu une gestion de crise où on n'a pas eu de gestion de crise. En d'autres termes, quel a été le coût de la gestion de regarde, cette crise? Maurice, j'insiste sur ça, que les responsables directs de la plus grande crise économique et sociale ont 2 grands atouts. Le premier, c'est qu'ils ont créé cette crise, et je dois dire qu'elle a été créée à l'interne, sûrement avec du support extérieur, mais elle est créée à l'interne. De 2, ils ont été beaucoup pires dans la gestion de crise que sur la crise. Sur les 4 années passées, qu'est-ce que nous avons eu comme loi? Qu'est-ce qu'on avait eu comme décret uniquement pour faire face à la crise? Je rappelle qu'au début de la crise, en 2019-2020, on avait commencé à parler d'un contrôle de capitaux. Le contrôle de capitaux n'a jamais vu le jour. Et s'il voit le jour aujourd'hui, ce n'est plus sur les anciens capitaux qui ont complètement évaporé. On a parlé d'une carte de subvention qui était financée par la Banque mondiale, si vous vous rappelez, par 100 ou 200 millions. Jusqu'à cet instant, parce qu'on a eu des rouages politiques, cette carte n'a jamais vu le jour. On a vu des supports aux familles défavorisées. Jusqu'à maintenant, dites-moi, où est le support et où sont les familles défavorisées? Sans parler sur d'autres points. Peut-être la seule chose qu'ils ont fait dans la gestion de la crise, c'est qu'ils ont continué les subventions, qui était le pire crime, parce que ces subventions nous ont fait payer plus que 20 milliards, alors que ces 20 milliards, aujourd'hui, on est en train de chercher 1 ou 2 milliards. La question que je me pose dans les gestions de crise, si ces 20 milliards qui ont été jetés sur les subventions dont on n'a pas profité le peuple libanais ni l'économie. Je rappelle qu'en 2020 et 2021, on était durant des heures devant les stations d'essence, alors que les subventions étaient en train d'être payées. De vous poser cette question. Continuer sur au niveau des subventions. Maurice, sur ces 20 milliards. Oui. Si aujourd'hui on prenait 2 milliards, écoute-moi bien, 2 milliards de ces 20 qui ont été gaspillés et on les mettait dans l'économie, à renflouer les banques, je dis bien à renflouer l'économie, à remettre des crédits,
Qu'est-ce qu'aurait fait pour l'économie? On a brûlé 20 milliards. Voilà ce que ça fait la gestion de Mais la crise. problématique est d'identifier les parties qui ont réellement profité des dollars des subventions ici. Donc, est-ce que c'est les consommateurs, les sociétés importatrices, quelqu'un d'autre qui a profité de ces dollars? Écoute, franchement, malheureusement, je ne suis pas investigateur. Je vais te dire ce que je sais et que je suis. Ce qui est certain, c'est que ni le peuple a profité, ni les sociétés. Ces subventions ont été payées spécifiquement pour les médicaments, spécifiquement pour le pétrole. Et on sait que la plus grande partie a été exportée en dehors du pays, Vers la Syrie, hein. sur des pays frontaliers qui ont parlé. Qui a profité? Les contrebandiers. On revient sur mon problème principal, les contrebandiers. Mais la question n'est pas le contrebandier, c'est qui couvre le contrebandier et qui protège le contrebandier. Donc d'autre part, on doit dire qu'on a un système qui a créé cette crise, à tort ou à raison ou de faire exprès, mais finalement a profité de la gestion de crise. Je rappelle que durant ces subventions, et c'est des souvenirs extrêmement tristes, qu'on attendait des heures sur les stations, on a vu qu'il y avait une contrebande qui travaillait, parce que les premiers jours on attendait, ensuite on commençait à payer plus cher 3 ou 4 fois pour un médicament, pour ne pas dire 10 fois. On savait que nos médicaments, où on les trouvait, dans quel pays, d'Afrique ou autre. Donc finalement, cette économie ou cette gestion de crise n'a fait que repousser encore plus la corruption, le système de corruption. Aujourd'hui, Vous rendez responsable ici donc le gouvernement de Hassan Diab et le gouvernement de Najib Mikati. Regarde, je mets directement le gouvernement Hassan Diab, d'abord parce qu'il était directement responsable des subventions. Je vais lui mettre encore une grande responsabilité. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, le défaut a été dans ce gouvernement, qui était aujourd'hui la pire décision qui peut être faite. Vous êtes encore convaincu que c'était Je suis plus que jamais, je vais te dire pourquoi. Parce que quand nous avons fait le défaut, en 2 mots, quand nous avions fait le défaut, on avait 30 milliards dans les caisses de l'État. Et je rappelle que sur cette même année, on avait moins d'1,5 milliard à payer. Donc avant de voir que c'était le mieux qui a été fait, si on aurait fait un défaut avec des réformes qui auraient été suivies, si on avait fait un défaut avec une stratégie de repaiement, peut-être, mais avoir un défaut, tourner la page, arriver aujourd'hui, les 30 milliards, on n'a plus rien, on n'a plus que 7 milliards. Qu'est-ce qu'a fait le défaut? Et encore une fois, nous on ne parle pas après. Qu'est-ce qu'a fait le défaut? Il a fait chuter la livre libanaise, il a augmenté l'inflation, il a fait perdre encore plus les dépôts, alors qu'il nous promettait 99%. Et ce que je dis aussi aujourd'hui, Maurice, vous-même, vous le savez, parce que c'est bien enregistré, je l'ai dit bien avant le défaut. Quel a été le coût de ce défaut? Écoute, le coût de ce défaut a été complètement le crash total. Déjà, je dis la dévaluation, parce qu'une dévaluation, je rappelle qu'avant le défaut, nous étions dans les 5 000 livres, 6 000 livres, et après le défaut, on est monté dans les 50, 60. Il ne faut pas oublier que la grande dévaluation s'est faite après le défaut. La deuxième, on a perdu tout ce qui nous restait de la confiance internationale. Je rappelle que quand nous n'avons pas payé nos dus, que ce soit à la Banque mondiale, que ce soit au Fonds monétaire, que ce soit aux pays donateurs, automatiquement, on a été viré obligatoirement sur un programme de Fonds monétaire. Il faut savoir, et j'aimerais le dire, il y a quelques jours, on a eu une réunion avec la Banque mondiale qui disait qu'ils avaient un projet d'investissement de 2,1 milliards de dollars pour le Liban pour les 10 prochaines années. C'était très intéressant. Ils nous ont montré les projets qui vont vers l'énergie, qui vont vers les classes sociales, et à la fin. Mais j'attends de vous le mais. Alors voilà, ils nous ont dit, mais il y a un mais. On ne pourra pas mettre un cent avant d'avoir un plan de repaiement de notre dette initiale. Et là, je me suis levé, j'ai dit, je m'excuse de sortir de la réunion. Nous savons qu'il n'y aura pas de repaiement. Nous savons qu'il n'y a pas vraiment aucune intention de repaiement, ce que veut dire que ces 2 milliards, nous ne les verrons pas. Donc imaginez aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 2 milliards d'investissements à travers la Banque mondiale pour 10 ans, alors que nous avions 30 milliards avec nous. Vous êtes convaincu que le défaut de paiement a été planifié? Écoute, planifier, je ne peux pas vraiment me prononcer. Je peux vous assurer qu'une semaine avant le défaut, nous avions eu des réunions avec les ministres concernés et le Premier ministre, et nous avions eu des assurances que ce défaut n'aura pas lieu, honnêtement. Donc, je suis de ceux qui ont été choqués sur ce fameux 7 mars 2020 noir, où nous avons lu le défaut. Il a été planifié, il a peut-être poussé par des forces internes, par des forces extérieures, peut-être pas vraiment extérieurement pour une mauvaise intention, mais pour eux qu'il fallait restructurer le système, qu'il fallait faire une stratégie. Mais on connaît très bien le Liban, comment il est géré, et on savait que ce défaut, on aurait pu vraiment le faire sans le défaut, ou même faire un défaut beaucoup mieux organisé, pas comme un coup de tête qui a été fait. Pourquoi j'insiste sur le défaut de paiement ici? Parce que c'est clair qu'il faut expliquer aux téléspectateurs cette corrélation qui existe entre défaut de paiement, entre subventions, entre contrebande, avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est clair, parce que le défaut de paiement était ici comme cause majeure pour ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Je vais te dire quelque chose sur le défaut, peut-être c'est la première fois que je le dis. Il faut rappeler qu'au défaut, nous avions une dette de 100 milliards à ce moment-là. Et cette dette était divisée environ 30 milliards sur des eurobonds, donc à payer en devises, et 70 milliards à payer aux banques libanaises. La banque libanaise, c'est-à-dire payer aux déposants.
Cette grande partie de la dette, les 70 milliards au défaut, a complètement disparu. Donc tu vas me dire qui a profité. Les premiers qui ont profité, c'est de l'État. Parce que cette dette de 100 milliards, aujourd'hui, est arrivée à moins de 5 milliards. Pourquoi à moins de 5 milliards? Parce que la grande partie de la dette qui devait repayer à la Banque centrale, donc aux banques, donc aux déposants, a complètement disparu parce qu'on parlait d'anciens dollars. Donc elle a perdu 90% de sa valeur. Quant à la valeur du Eurobond, nous savons que l'Eurobond aujourd'hui est payé à moins de 0,7, donc un peu moins cher que l'Eurobond du Venezuela. Donc même si aujourd'hui, écoute-moi bien, les talibans rachètent ces Eurobonds, Tous ces eurobonds. les rachètent, ils vont les acheter à 5 ou 6 milliards. Donc même ces 30 milliards n'ont pas de valeur. Et à savoir encore plus que ces Eurobonds en devises étrangères ont été rachetés par deux grands fonds spécifiques qui sont Ashmore et BlackRock. Et aujourd'hui, ces fonds-là, ils achètent pour se calmer et un jour, on ne sait pas, ils pourront rentrer, on aura un avion de la Middle East qui atterrit à Londres quelque part, qui sera réservé. Espérons pas. Et là, les grands fonds diront, on veut notre argent. Donc moi, je pense que même ces fonds-là du rebond vont être payés un jour, qui c'est des 30%, mais qui vont être payés beaucoup moins, parce qu'on est obligé de les payer à ces grands fonds qui ont des grands bureaux d'avocats qui travaillent sur ça jour et nuit dans des grands pays. On l'a vu au Venezuela, on a vu en Argentine, on a vu dans d'autres pays, alors que les réalités de cette dette ne seront jamais payées, parce que déjà, elle a perdu 90% de sa valeur, et voilà où nous en sommes. Donc si tu me dis, est-ce que ça a été orchestré? Avant de voir si ça a été orchestré, voyons à qui profite le crime. Ce crime-là profite aujourd'hui à l'État libanais, à savoir qu'il y avait une dette de 100 milliards qui se retrouve avec une dette de pas plus de 7 milliards de dollars, donc il peut payer à tout moment. Deuxième point qui est intéressant, à qui profite ce crime, je dis bien ce crime, profite aussi à l'État libanais qui avait aussi, qui allait sur des augmentations de salaire au pouvoir public durant 3 et 4 fois alors qu'il ne pouvait pas les payer. Et tout d'un coup, maintenant, il leur paye 50 ou 100 dollars, donc automatiquement, son coût d'opération a été diminué aussi de 80% alors qu'il avait promis monts et merveilles durant des élections électorales, suivant ce qu'on a appelé l'échelle des salaires et autres. Donc, ils ont promis des chèques sans provision. Et là, ils se retrouvent avec des employés d'État, dont le pouvoir armé, qui n'ont pas de quoi manger et boire. Donc aujourd'hui, est-ce que ça a été orchestré? J'espère que non, mais en tout cas, c'est eux qui en ont profité directement. Très bien. Revenons à la taxe exceptionnelle, aux subventions, etc. Pour le député Wael Boufaoul, il s'agit d'une taxe et non pas de la répercussion des fonds subventionnés. Dans son argument, il souligne que certains commerçants ont pu faire sortir l'argent du Liban grâce aux opérations d'importation des produits subventionnés. Il estime aussi que ces derniers ont profité d'un traitement préférentiel dans des circonstances exceptionnelles avec l'argent des déposants. Mais si c'est l'État qui devait autoriser un tel comportement, même si l'État devait autoriser un tel comportement, vous dites quoi? Écoute, je dis aujourd'hui, on est en train, ça fait des années qu'on écoute qu'il y a des gens qui ont sorti leur argent, qui ont volé, etc. Ce qui est sans doute juste. Moi, je pense aujourd'hui, j'aimerais dire au député Wael Boufaoul, officiellement d'aller demander une demande à la Banque centrale, d'avoir toute la liste des SWIFT à partir du 17 octobre 2019 jusqu'à aujourd'hui, parce que je suis extrêmement curieux de savoir tout ce qui ont sorti leur argent. Nous avons la commission d'investigation, la commission de contrôle. Et je dois savoir que sur un bouton, aussi simple que ça, on peut savoir tout ce qui est sorti du Liban du 17 octobre jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je pense qu'en tant que député, en tant que ministre et en tant que citoyen libanais, j'aimerais vraiment en savoir. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, nos responsables, c'est les champions de sortir sur les écrans télé et dire de se battre contre la corruption et autres. Mais on sait très bien que ceux qui veulent se battre contre la corruption d'habitude, et là, je n'attaque pas du tout Wael Boufaoul, mais je dis en général, ceux qui montent sur les estrades et veulent combattre la corruption, quand on creuse un peu, on trouve que c'est eux les rois de la corruption. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention, ne pas dire simplement des titres. Toutes ces idées sont peut-être bonnes, c'est peut-être vrai, encore une fois, mais dire quelque chose, il faut le suivre jusqu'à la fin. Faisons les investigations, et si ces investigations sont justes, moi je pense que les sociétés doivent être fermées, et non seulement payer une taxe. Mais aujourd'hui, aller se cacher derrière ça, finalement, il faut redire que le gros problème, c'est la rétroactivité. Je ne défends nullement les sociétés, ni les profits. S'ils l'ont fait, qu'ils les rendent. Mais s'ils l'ont fait avec un support de l'État, c'est l'État qui doit payer en premier lieu. Encore un point très important. Aujourd'hui, on voit que l'État se lave les mains de la crise. On a vu notre gouvernement, tu m'as posé la question, qui a mis des taxes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État libanais et le gouvernement se lavent les mains de la plus grande crise économique et sociale, se dit nous ne sommes pas responsables, nous allons faire payer le déposant, on va faire payer le citoyen, on va faire payer l'économie blanche, on va mettre des taxes supplémentaires. Mais ça veut dire quoi? Que nous sommes prêts à payer aucun cent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la division qui va être faite et peut-être l'application de la nouvelle 151 des 150 dollars divisé à 75 dollars à la Banque centrale, 75% aux banques.
Peut-être les banques, évidemment, doivent payer ça et plus. Mais il faut aussi assurer que toutes les banques ont la liquidité. Ils vont Parce payer que ça si 50-50. si certaines n'ont pas la liquidité, Ouais. c'est-à-dire que certaines banques ne pourront pas le payer, c'est-à-dire que nous allons sur des fermetures de banques, et je ne parle pas de la banque, ma grande crainte, c'est le C'est les déposant. déposants. Les 75 dollars qui vont être payés par la Banque centrale, avec tous mes remerciements au gouverneur, mais on va après savoir comment ça va être financé. Si c'est financé par ceux qui restent des réserves, donc finalement, c'est le droit de l'État, hein, c'est le droit Ça va coûter à la Banque centrale à peu près 100 millions de dollars. au moins. Au moins. Je dis bien au moins. Et parce 100 que- millions aux banques. et 100 millions banques divisés sur les années. Et la dernière question qu'on pose sur ça, Mais est-ce que cette idée... aussi, Najib Mikati, le Premier ministre sortant, est sorti dire depuis quelques jours que nous, le gouvernement, on est en train de préparer un projet de loi pour rendre les dépôts des déposants, leur payer leurs dépôts jusqu'à 100 000 dollars d'une façon immédiate. Alors ma question, Comment, d'où? voilà, ma question exactement que j'étais en train de dire, ce qu'on a vraiment peur, c'est que ces 100 dollars ou 150 dollars soient le remplacement des 100 000 dollars promis par dépôt. Parce que si aujourd'hui c'est 150 dollars par mois, alors on va aller sur 150 dollars sur 12 mois, je rappelle que ça fait 1800 dollars sur l'année, sur 10 ans ça fait 18 000 dollars. Je dis au plus hein, si on va sur les 150. Donc la grande question, si c'est 18 000 dollars, on a des questionnements, toi et moi aujourd'hui, comment les financer. Donc ma question, les 100 000 dollars par dépôt, comment ça va être financé? Je pense que ça fait 4 ans que nous écoutons ça. Et j'aimerais conclure en disant malheureusement... Mais si les banques ici sont en train de payer et la Banque centrale est en train de payer, mais l'État doit payer. Mais l'État aujourd'hui, jusqu'à cet instant, à aucun moment s'est rendu responsable. À aucun moment, il a dit que moi, j'ai une intention de vendre, de faire des PPP, de faire une privatisation pour vendre. Donc l'État s'en lave les mains. J'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, après quand même 4 ans et la 5e année de la plus grande crise, on n'a plus le droit de parler de crise parce que malheureusement, la crise fait partie de notre vie. Et après 5 ans, ce n'est plus une crise, c'est les nouveaux faits, c'est notre nouvelle vie, c'est notre nouvelle économie. Donc la crise fait partie de notre train-train journalier. Donc on ne parle plus de crise, mais on parle d'une nouvelle économie. Ça s'appelle adaptation. Ce n'est plus une adaptation. L'adaptation, c'était les 6 mois, 2 ans, 3 ans. Après 5 ans ou 4 ans de la crise, dans la 5e année, ce n'est plus une crise, c'est les nouveaux faits, comme on dit, c'est le nouveau rouage, c'est le nouveau Liban qu'on a. C'est ça. Voilà. Est-ce que c'est le nouveau système? C'est le nouveau modèle économique qui doit gouverner? Malheureusement, oui, c'est exactement où je voulais arriver. C'est le nouveau système économique dont on fait face aujourd'hui, que ce soit dans le budget, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans l'économie noire, que ce soit dans l'économie du cash. Qui en est responsable? Aujourd'hui, alors qui en est En faveur responsable? de qui? Qui en est responsable? Je note à 100% l'État libanais, évidemment, qui supporte finalement cet État. Et on peut commencer à très rapidement être un État de non-droit. Et je rappelle qu'aujourd'hui, être listé sur la liste grise, et on se connaît au Liban, peut nous prendre sur la liste noire, donc plus de sanctions et plus de suivi. Donc je vais diviser un peu les 3 scénarios. On a un scénario positif qui dit qu'il y a un accord régional, qui arrive à un accord interne libanais. Président, on aura un président. cessez-le-feu. Alors avant le cessez-le-feu, dire président, Premier ministre, ministre, plan de réforme, fonds monétaire, négociation, stabilité. Politique. Donc on va donner un point. On a un deuxième point qu'on va rester sur un vide. Donc on va aller sur un état de non-droit de plus en plus qui va continuer avec des guerres régionales et autres, ce qui nous montre. Et on a le scénario le plus grave, à mon avis, c'est le scénario statu quo. C'est qu'on a vu sur 4 ans, c'est qu'on ne fait rien. On continue on comme repousse, ça. on continue comme ça. Et le statu quo, malheureusement, on s'y habitue. Ce statu quo dont je parle aujourd'hui, ma grande question, est-ce qu'on s'attendait il y a 4 ans ou 4 ans et demi d'être là et redire exactement la même chose de la même façon? Malheureusement, c'est la réalité. Le déposant qui rêvait de ces dépôts, je pense qu'aujourd'hui, il sait qu'il ne va plus les avoir. Il est conscient qu'il a perdu une grande partie. Et on fait face aujourd'hui au plus grand crash de l'histoire. Et je conclus en disant que les responsables de ce plus grand crash de l'histoire, c'est ceux qui sont encore aux commandes aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Fox Bekhoul. Vous êtes le doyen de la faculté de gestion et de management de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et le président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais, MIDEL. Merci à toi, Maurice. Toujours un plaisir. Et durant la seconde partie de cet épisode, je reçois le député des forces libanaises de la République forte, Georges Aïs. Monsieur Aïs, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonjour Maurice, le plaisir est mien. Je commence directement avec la politique. Le Premier ministre sortant, Najib Mikati, a décidé de réunir son cabinet d'exhibition des affaires courantes la semaine prochaine. Reste à savoir si la nomination d'un chef d'état-major et de 2 membres du Conseil militaire seront à l'ordre du jour de cette séance. Vous dites quoi à propos de la légitimité de ces réunions? Vous savez Maurice, dès le départ, on était en faveur de l'élection d'un nouveau président de la République
pour qu'on puisse sortir de tout cet amalgame constitutionnel, de tous ces conflits entre les institutions, légiférer en l'absence du président, euh, affronte ou pas affronte. Donc, à chaque fois, on a un malaise dans n'importe quelle prise de position ou prise de décision au sein de n'importe quelle institution. Mais bon, on sait très bien que ce gouvernement, il a des responsabilités à assumer dans des circonstances vraiment exceptionnelles qu'on est en train de vivre au quotidien, partant du sud du Liban qui est en état explosif actuellement. On ne sait pas Mhm. à quel moment ça pourrait regresser, surtout la crise économique, le budget fâcheux que le Parlement a fait passer avec beaucoup d'ambiguïté. Mhm. Et exactement les nominations au sein d'un gouvernement d'affaires courantes, c'est certainement quelque chose d'inconstitutionnel. Et Mhm. le Conseil constitutionnel lui-même a donné à maintes reprises des jurisprudences qui vont en faveur de la législation en état d'urgence, même en absence du président de la République. Et aussi, le Conseil lui-même, il a validé beaucoup de décisions sous le grand dénominateur commun de tout ce qui se passe maintenant, qui est l'état d'urgence et les circonstances exceptionnelles. Mhm. Donc, euh, euh, la chose primordiale, essentielle, sur laquelle on doit tous se pencher actuellement, c'est avoir une entente au minimum pour aboutir à un président de République qui puisse déclencher tout le processus constitutionnel euh, 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 en allant du gouvernement, de la constitution d'un nouveau gouvernement jusqu'aux désignations judiciaires Mhm. au sein de l'armée. Et, Ça, c'est tu clair. sais, Mais pour le chef des forces libanaises, Samir Jaja, il a dénoncé une fois de plus les propos attribués par certains médias au chef du législatif, Nabih Berri, qui aurait affirmé être disposé à convoquer une séance pour parlementaire pour l'élection d'un président de la République qui serait précédée d'un dialogue pour s'entendre sur le nom du futur chef de l'État. Encore une fois, vous refusez le dialogue qui pourrait faciliter l'élection d'un président. parce que ce qui est vraiment caricatural, Maurice, dans cette prise de position de la part de M. Berry, c'est d'une part Hum, euh, 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 le duo chiite est en faveur euh, d'une tente ou bien d'un dialogue officiel et cérémonial et solennel, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, et d'autre part, il insiste à avoir un seul candidat qui est M. Fringy. ah, Donc ah. c'est vraiment paradoxal, c'est Mais vraiment pourquoi, mais pourquoi vous hors considérez que le sujet. dialogue, mais pourquoi vous considérez le dialogue comme un appel pour faire passer la candidature de Samir Franchi? Parce que exactement, M. Berry vient de recevoir les ambassadeurs des 5 États intéressés à la Hmm, présidence au Liban. On a tous eu un écho de la position des 5 États lors de la dernière visite de M. Le Drian, qui a hmm, été vraiment clair et catégorique là-dessus. Les deux candidats de la séance du 14 juin, donc en l'occurrence M. Frangi et M. Azrour, doivent être écartés parce que ce sont deux candidats qui ne pourront jamais avoir la majorité requise pour la première hmm, session parlementaire de l'élection. Et il faut commencer ou déclencher le processus de la troisième voie. mhm, Une troisième voie avec M. Frangier, donc c'est une aberration politique totale. Et c'est pour cela qu'on dénonce non pas seulement la convocation à un dialogue, mais toute la prise de position du Momana. hmm. Donc, qui est à nos yeux une perte de temps. Ils essayent d'acheter du temps en attente d'un accord régional ou international qui puisse être en leur faveur. Très bien. Donc, Monsieur Aes, à l'issue de sa réunion avec les ambassadeurs du groupe des cinq qui
essaye de trouver des solutions pour sortir le Liban de l'impasse politique. Le chef du Parlement, Nabih Berri, a affirmé que la position de ses ambassadeurs est unifiée tout en qualifiant cette réunion comme prometteuse. Quelles sont vos informations à propos de cette réunion? Personnellement, je n'ai pas d'informations supplémentaires à part ce qui a été publié officiellement à l'issue de la rencontre, mais j'insiste à dire que c'est pas la première fois qu'on entend des propos pareils de M. Berry. Mhm. À notre avis, aux forces libanaises, la feuille de route est bien claire. Il faut en premier écarter la candidature de M. Frangier de la part du duo chiite et puis après ouvrir la porte à une troisième voie, comme ça a été décidé par le groupe des 5. Donc, si on n'arrive pas à ce stade-là, donc à notre avis, c'est une perte de temps et c'est bien clair que Mhm. l'autre partie est en train d'acheter le temps pour arriver à une situation dans laquelle ils pourront éventuellement imposer la candidature de M. Frangilly. Et c'est le cas auquel on se pose et on se battrait jusqu'au bout. Le Conseil constitutionnel n'a pas réussi à prendre une décision au sujet du recours présenté par le Coran patriotique concernant l'ajournement du départ à la retraite des chefs de l'appareil militaire et de sécuritaire et aussi de l'État. En l'occurrence, le commandant en chef de l'armée, Joseph Aoun, le directeur des forces de sécurité intérieure, Ahmad Ousmane. Est-ce que cette décision facilite l'arrivée du commandant en chef à la À mon avis, présidence? c'est pas étroitement lié. Donc, ce qui a été non décidé hier par le Conseil constitutionnel, ça n'a pas aucun rapport. Et on a répété plusieurs fois notre position en faveur de la prolongation du mandat du commandant-chef en armée n'a aucun rapport avec la présidence de la République, bien que M. Aoun ou bien le général Aoun soit, on l'admet, un candidat sérieux à la présidence vu la conjoncture politique actuelle. Mais à notre avis, ça a été en premier guidé notre position en faveur de la prolongation de son mandat a été guidé en premier par les causes exceptionnelles au niveau sécuritaire au Liban. Mais en ce qui concerne cette pratique qui devient courante de la part du Conseil constitutionnel, c'est de n'atteindre pas le quorum nécessaire pour rendre des décisions et dire que la loi attaquée donc est exécutoire. Je me demande si ce n'est un signe de politisation de ce Conseil. Cette pratique qui devient courante. À mon avis, le Conseil constitutionnel doit se réunir, donc il doit rendre une décision qui soit... Mais certainement, comment un Conseil constitutionnel peut sortir dire on n'a pas réussi à prendre une décision? C'est oui ou voilà, non? Ça doit être oui ou non. voilà, Mais voilà. le gris ne fonctionne pas ici. C'est ce qui est, à mon avis, très douteux. Donc, il faut réfléchir comment garantir à ce Conseil constitutionnel toute l'indépendance, tout éloignement de l'exécutif ou bien de la classe politique, avec tout mes respects des membres actuels du Conseil constitutionnel, mais cette pratique qui devient de plus en plus courante chez eux est, à mon avis, très fâcheuse et ça nuit à la crédibilité De ce Conseil. De ce Conseil. Oui. Il faut travailler aujourd'hui en faveur de l'élection d'un président sans tarder, certainement. Mais qui a les clés, ce président, pour toutes les solutions requises en l'absence d'un gouvernement doté de plein pouvoir. S'il n'y a pas d'accord entre les Libanais sur tous les dossiers, ce président-là doit prendre des mesures pour diriger le pays. Qui est ce président? Quels sont, ou bien quel genre de président aujourd'hui est capable de communiquer avec tout le monde, avec tous les camps politiques? Quel est le profil de ce président? L'élection d'un président, ce n'est qu'un début. C'est un début nécessaire. C'est pas suffisant, certainement, comme vous le dites, mais c'est vraiment une condition nécessaire à la normalisation du
du travail politique, de l'atmosphère politique et l'élément d'équilibre entre les institutions, parce qu'on voit actuellement le malaise dans lequel les institutions travaillent, le grand stress qu'on éprouve, comme je l'ai dit au début, dans notre travail quotidien. Donc, c'est un début. Ce président doit avoir en lui des qualités intrinsèques, dont notamment la neutralité vis-à-vis de toutes les parties. Donc, il doit être au centre. C'est lui qui prête serment de la conservation de la Constitution et lui seul. Donc, c'est ça nécessairement ce qu'on aspire dans n'importe quel président, c'est qu'il soit au-dessus de tous les conflits internes, qui croit vraiment en la souveraineté de ce pays. La décision de guerre et de paix doit être une décision qui est prise, comme le dit franchement la Constitution, est clairement une décision du gouvernement réuni. Il doit croire, il doit être réformiste, il doit croire que le Liban ne pourra jamais être un pays bien gouverné, où il y a une gouvernance bien établie, sans des réformes et des décisions qui soient vraiment difficiles pour régler la justice au Liban, pour régler les finances de ce pays, avoir des budgets, mais vraiment qui reflètent une transparence dans la gestion de ce pays après 40 ans de tout genre de conflits et de crises. Donc, c'est ça le minimum qu'on aspire dans un président. Vous parlez d'un président aussi qui soit responsable aussi avec le gouvernement de la décision de guerre, de paix, etc. Cheikh Nabil Kaou, qui est membre du conseil central du Hezbollah, a affirmé c'est la résistance qui a le dernier mot sur le terrain aujourd'hui, comme cela a toujours été le cas. Il a souligné que la résistance est plus forte que jamais, ce qui n'est pas le cas de l'armée israélienne. Donc, un élargissement de la guerre au Liban aurait pour résultat un défait de l'armée israélienne. Donc, vous êtes d'accord? On est fort aujourd'hui. À mon avis, c'est un délire, Maurice. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à coexister avec des gens qui pensent et qui réfléchissent de la façon, qui n'ont aucun sens des institutions, qui n'ont aucun sens de la souveraineté d'un pays, qui n'ont aucun sens d'être sous la loi. Et je peux affirmer que si une partie des Libanais insiste à être hors la loi, l'autre partie des Libanais réfléchira certainement à être hors la Constitution et hors la FIRA. Comment? S'ils insistent et s'ils continuent à être hors la loi, en dessus de la loi, ils incitent d'autres Libanais qui sont... J'ai bien entendu, mais seulement pour comprendre comment. Donc, être aussi... Donc, vous voulez me dire ici que vous allez prendre des décisions qui peuvent être aussi... Pas des décisions, des réflexions, moi. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer avec une partie qui prend tout le peuple libanais en otage, ce peuple subit des agendas extérieurs qui ne sont pas les leurs. Donc, à un certain moment, on n'aura pas le choix. C'est ou bien quitter le pays... Mais M. Raïs, il parle de complémentarité entre les différents pôles de la résistance dans la région, Liban, Syrie, Yémen, Irak. Et ici... pour eux, c'est la résistance qui doit gouverner. Il faut réaliser aujourd'hui une nouvelle victoire historique, stratégique. C'est la chute totale de la souveraineté du Liban. C'est une chute totale. Mais c'est fondamental, c'est structurel, c'est quel Liban on veut, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est ça le message. Si vous continuerez à nous obliger à prendre des choix qui ne sont pas nos choix, à exécuter des agendas qui ne sont pas en compatibilité avec l'intérêt général supérieur des Libanais, vous nous incitez contre nous à réfléchir si on
on veut garder cette coexistence entre deux grandes factions libanaises, des gens qui sont sous la loi, qui exécutent toutes les lois libanaises, et des gens qui se sentent beaucoup plus forts que l'État central, et ils ne sont pas soumis à n'importe quelle loi libanaise. La C'est une campagne, coexistence oui. impossible, Maurice. Ça c'est clair aussi, la campagne criminelle menée contre le patriarche maronite Bcharara continue de la part du groupe du Hezbollah. C'est l'autre face du délire. Oui. Vous dites quoi à propos de cette campagne contre le patriarche Sharaï? On était dans le takfirisme avec Daesh, maintenant on est avec le takhwinisme, avec le Hizb et consorts. Donc un patriarche maronite ne doit jamais être traité de la façon. On a nous-mêmes, comme une dignité qu'on donne à nos chefs religieux, dont nécessairement le patriarche Sharaï. Le patriarche Sharaï représente l'opinion d'une majorité écrasante des chrétiens au Liban. Les chrétiens sont fondateurs dans ce pays, donc continuer à traiter les chefs religieux chrétiens et maronites en l'occurrence de la façon, c'est donc avoir une intention claire à perturber le salut public dans ce pays. Nous sommes contre tout ce qui se passe actuellement, ce délire, vraiment cette hérésie contre n'importe quelle personnalité politique ou religieuse qui disent au Hezbollah arrêtez de prendre en otage tout le peuple libanais et de décider à la place des Libanais leur propre sort. Parlons budget 2024. Quelle est votre position au niveau du budget 2024? Vous allez présenter vos papiers au Conseil constitutionnel. Vous préparez à quoi? On n'est pas loin de ça, Maurice. Donc, il faut partir du fait que, oui, le travail qui a été fait au sein de la commission parlementaire des finances du budget et du des budget finances a été un travail vraiment énorme. Il y a eu une amélioration vraiment nette du projet initial qui a été transféré par le gouvernement au Parlement. À mon avis, il était beaucoup plus avantageux qu'on adopte les textes de la Commission sans avoir cette je ne sais pas comment la décrire, cette session parlementaire qui a été vraiment la plus médiocre, du moins de montant depuis 2018 jusqu'à maintenant. Il y avait vraiment des interventions, des présentations de nouveaux textes qui n'ont jamais été discutés ni au sein de la commission, ni dans une assemblée générale. Mais bon, le mal est déjà fait. Il faut penser comment remédier à tous les mots qui ont été insérés dans la loi budgétaire par cette discussion de 7 heures depuis une semaine qui ont été vraiment hors du temps, hors toute logique, qui ont été promulguées sans aucune feasibility study, sans aucune discussion, mais vraiment sérieuse, pour des raisons, à mon avis, populistes. L'option de faire un recours devant le Conseil constitutionnel est vraiment sérieuse au sein de notre bloc. On est en pleine discussion entre nous tous, les parlementaires, avec d'autres blocs aussi, surtout de l'opposition, pour voir comment arriver à un texte avec le moindre mal. Ma dernière question, si vous permettez. Vous dites quoi à propos des taxes à effet rétroactif qui ont été votées? Et nous savons très bien qu'une pénalité doit être associée à un délit. Vous êtes juge au niveau juridique, au niveau législatif. Vous voyez comment ces nouvelles taxes et l'effet rétroactif? Certainement, il y a eu beaucoup de fraude depuis 2019 jusqu'à maintenant, à tous les niveaux, depuis la banque centrale jusqu'aux banques commerciales, jusqu'aux courtiers qui ont profité des
taux de change, Du marché noir, de l'économie parallèle, des subventions, voilà. etc. Oui. Donc, à ce niveau-là, on est avec une révision de la part de l'administration fiscale de tout ce qui a été fait. Mhm. Et d'après la loi Hasab el-Amoumiyé, Oui. ils ont cette capacité, l'administration fiscale, le ministère des Finances, ils ont cette capacité. Est-ce qu'ils ont l'intention, est-ce qu'ils ont la capacité de le faire? C'est une autre paire de manches. Mais ils ont, de par la loi, la capacité de réviser. Donc le droit existe ici, mais c'est l'application donc Le droit de qui n'est pas révision, claire. le droit de révision. Mais Ouais. par contre, instaurer un crime et criminaliser et pénaliser des faits qui ont été accomplis dans un temps ou dans une période où ces faits ne faisaient pas partie d'un crime ou ne constituaient pas un crime, c'est ce qui est C'est la grande question. inconstitutionnel. Très bien. Donc il y a une très grande différence. Donc l'intention, je veux bien dire, peut-être l'intention, les parlementaires qui ont présenté ces dispositions, ils ont été guidés par une bonne foi pour récupérer des fonds qui ont été volés ou bien qui ont été acquis frauduleusement. Mais l'outil qui a été utilisé est inconstitutionnel. Donc il Très faut bien. reviser C'est clair. l'outil légal. Très clair. Je vous remercie, le député des Forces libanaises de la République forte, Georges et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci Maurice. Merci. Et voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.